Voilà, il est 18 h. Alors, merci à tous de couper vos caméras et vos micros. Bienvenue à cette nouvelle conférence Terrain innovant, organisée par le Café pédagogique en lien avec Evidence B, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle dans l'éducation. Donc, c'est la 6e conférence. L'idée est de rencontrer la science et le terrain, donc des chercheurs, des analystes et des enseignants ou des conseillers pédagogiques. Aujourd'hui, donc, on a 2 intervenants. Je vais commencer avec Tse Chi Sum, je prononce bien, qui est analyste pour le programme international pour le suivi des acquis, PISA, donc le suivi des acquis des élèves, qui va nous parler, nous définir même la différenciation pédagogique et expliquer comment c'est mis en place dans certains pays, comment on peut justement pallier à la différenciation, enfin pallier à l'hétérogénéité des élèves. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans les différents pays. J'ai regardé un petit peu votre parcours sur LinkedIn. Vous avez fait des études en Argentine, puis à Sciences Po Paris, puis à Oxford. Donc un brillant parcours qui vous mène depuis 7 ans à l'OCDE, analyste chez PISA, pour PISA. Et donc, après cette présentation de 15-20 minutes, nous aurons Laetitia Uzzeri qui est en ligne, qui est conseillère pédagogique départementale dans le Var, en charge notamment des mathématiques, qui va nous parler notamment de ce qu'elle voit, ce qu'elle a testé, ce qui marche dans les logiciels et dans les propositions en mathématiques. Et je vois que vous avez été également ancienne directrice d'école maternelle. Tout Voilà. à fait. Merci. C'est bon, la présentation est à peu près C'est bon. correcte. Après, ce sont des informations en ligne. Je rappelle aux participants qui sont de plus en plus nombreux, vous pouvez couper vos caméras et couper vos micros pour passer 2 présentations audibles. Alors, ce n'est pas encore les vacances pour les enseignants. Les enseignants connaissent des classes hétérogènes. Et j'ai envie de dire, tant mieux. De fait, elles sont hétérogènes. Dans un sens, c'est positif. Et dans un autre, l'objectif pour les enseignants est de mener tout le monde à la réussite scolaire, à la réussite dans les études, dans le choix. Donc, comment faire pour pallier justement à cette hétérogénéité, tant dans le comportement, dans les résultats, dans l'appétence par les disciplines? Quelles pistes explorer? Ce sont les questions du jour. Je vais laisser la parole à Tse Chi Sum, qui est analyste à PISA, pour sa présentation. Et pour les questions, j'invite les auditeurs à les poser sur le chat, dans la conversation. Vous pouvez les écrire. Je vais les noter au fur et à mesure. Et puis, dans la dernière demi-heure, on aura l'occasion de poser les questions à nos intervenants. Merci. Merci beaucoup pour la belle présentation, Julien. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier Evidence B et Café pédagogique pour cette invitation. Comme vous pouvez écouter de mon accent que le français n'est pas ma langue maternelle. Excusez-moi si j'ai fait des erreurs. J'ai fait une fois de présentation avec mes amis français. Ils disent que je dois parler plus lentement et articuler bien. Je vais essayer d'écouter le conseil. Et aujourd'hui, bon, je crois que c'est autre parcours de moi, c'est qu'en fait, je ne sais pas comme vous, que je ne suis pas un expert d'enseignement, je ne suis pas un enseignant. La seule expérience que j'ai eue sur l'enseignement, c'était une scientifique quand j'étais à Lima, à Pérou, que j'ai donné des cours de mathématiques et anglais. Mais bien sûr, ce n'est pas le même niveau comme vous qui sont experts de cette thème. Quand je d'abord comprendre, écouter cette invitation à homogénéité, que j'ai compris, c'est la différence des milieux sociaux et des étudiants, qui est un thème très, très, très important pour la OCDE, parce que le but d'éducation, beaucoup de buts d'éducation, c'est donner des égalités des chances à tous les étudiants
ainsi que mon présentation sera concentrée, mettre en accent sur ces aspects. Bon, aujourd'hui, je voudrais parler principalement 4 choses. Si on aura le temps, je voudrais présenter aussi les projets de PISA for Schools. D'abord, c'est sur les performances de la France sur PISA 2018. Deuxièmement, c'est sur l'équité de l'éducation. Et finalement, c'est quelques données sur la pédagogie. Qu'est-ce que PISA? Je crois que sur les médias, on parle beaucoup sur le PISA, mais en fait, qu'est-ce que c'est exactement? Ici, c'est que je crois le point le plus important sur le PISA. D'abord, PISA évalue la capacité des élèves à utiliser les compétences, les savoir-faire dans les situations de la vie quotidienne. Quand le but de participer pleinement et activement dans la société et aussi dans l'économie. Le PISA évalue principalement la compréhension de l'écrit, les mathématiques et la science. Et tous les chaque cycle, il y a un domaine, on dira le domaine innovant, qui cette année sera pensé créatif. Et le cycle dernier, c'était la compétence globale, ainsi que PISA a de plus d'évaluer, on dira, les compétences classiques, mais aussi pour évaluer des compétences qui, en fait, dans le futur, sera important pour nos élèves. Et PISA, c'est une évaluation globale et internationale qui était présente depuis plus ou moins 80 pays et économies participantes en 2018. Et PISA n'est pas que un examen classique, mais aussi on a des questionnaires contextuels auprès des parents, les élèves, les enseignants et directeurs d'école pour avoir un vue plus compréhensif et global sur l'enseignement et l'apprentissage de nos élèves. Mais bon, je crois que c'est important de savoir qu'est-ce que PISA. On parlait beaucoup, mais je ne sais pas si beaucoup de vous ou beaucoup de personnes savent exactement c'est quoi le PISA mesure. Ici, je voudrais donner un exemple très, très, très concret que le PISA mesure dit une PISA. Un petit quiz. Voilà, ça c'est que j'ai copié de Twitter. Et il y a un an. Bon, il y a des versions anglaises et aussi la version en français. Simplement que je demandais une PISA de 9 pouces. Et après un certain temps, le serveur a apporté 2 PISA de 100 pouces. Il dit que le PISA de 9 pouces n'était plus disponible. Et pour ça, il me donnait 2 PISA de 100 pouces. Pour ça que j'obtiendrais un pouce de plus gratuitement. Et après, j'ai demandé des serveurs d'appeler pour bien faire. Pour le petit quiz, on aura 30 secondes de 10. Vous, laquelle accepterez-vous? Une pizza de 9 pouces ou de pizza de 100 pouces? Si vous pouvez prendre votre réponse sur le chat. Et voilà, en 30 secondes, je donnerai la réponse. On commence par un quiz. Donc, 2 de 5 pouces, 2 de 5 pouces pour l'instant. Les avis sont partagés. Suspense. Voilà, on a encore 10 secondes. On a bien. Vous pouvez encore quelques temps pour faire des sessions. Bon, ne demandez pas à ChatGPT, hein. C'est une quiz individuelle. Ça penche vers le 9 pouces. Peut-être qu'il y a eu une fuite vers... Bon, la réponse, je ne sais pas, la plupart des gens disent 2 pizzas ou une pizza. Je crois que c'est moitié-moitié pizza. 60% pour le 9, on va dire, 40% pour les deux. Très bien, très bien. Bon, la réponse, on dira plus ou moins correcte. Bon, c'est un point de... Bon, ça, c'est
la réponse. Ça, c'est bon, on peut voir la formule de R de cercle, c'est comme ça. Et une sonde circulaire de 9 pouces, c'est plus ou moins 60 pouces carrés. Et une sonde circulaire de 100 pouces, c'est plus ou moins 20 pouces carrés. Ça veut dire qu'avec deux pizzas, c'est que 40 pouces carrés, c'est moins qu'une pizza de 9 pouces. Voilà. Finalement, on fait qu'il faut avoir au moins 3 pizzas pour avoir la même quantité pour manger, on dira. Évidemment, prenez la masse au sérieux. Et bon, ça paraît comme une blague, mais finalement, en fait, c'est une question de pizza en 2000. Voilà, le pizza commençait à l'année 2000. C'est pas les mêmes comme question, mais c'est pareil que la question, c'est la même chose. Et le plus important, en fait, c'est pas la question, mais la réponse. En fait, la réponse, on a 3 réponses à cette étape. La première réponse, c'est 2 points, et après 1 point, et après 0 point. Et pour avoir le maximum de points, ça veut dire 2 points, les élèves doivent donner le raisonnement. Ça, c'est assez particulier comme pizza. En fait, que pour nous, la réponse, finalement, est très correcte. Bien sûr, c'est important, mais le plus important, c'est le raisonnement. Comment les élèves arrivent à la réponse. Bon, ça, c'est une question de PISA en 2000. Et la PISA de cette année, c'est PISA 2012. C'est au fait que c'est des questions pareilles, c'est évaluer la compétence des étudiants d'appliquer les connaissances de vie quotidienne. Voilà, c'est une question interactive que les élèves peuvent comment jouer, interagir avec comment, c'est quoi la moyenne pour épargner le plus. Voilà, vous pouvez voir qu'en fait, c'est interactif. On ne demande pas comment une connaissance basique des étudiants, mais les moyennes et comment ils peuvent raisonner avec la test, l'information donnée. Bon, ça, c'est PISA. Et maintenant, je voudrais dire quelque chose sur la performance de la France et PISA en comparaison internationale. Et ça, c'est 3 points importants, je crois. C'est la France, la performance de la France en 2018 est légèrement au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Mais on observe un écart important entre les élèves les plus performants et les moins performants. Et au moins 40% des étudiants obtiennent au moins niveau 2, qui est le niveau bas pour participer dans la société activement. Et bon, maintenant, je vais arriver à donner plus précisément. Et je crois, si vous lisez les journaux, c'est toujours dit le classement. Mais en fait, le classement concentre que le score moyen qui cache beaucoup de détails. Et maintenant, je voudrais montrer comment, qu'est-ce que le plus d'informations on peut avoir si on regarde plus au-delà que le score moyen. Bon, on dirait la France est là. Mais au fait que, comme le PISA, c'est une estimation statistique, il a des incertitudes statistiques. Ça veut dire que le point moyen, ce n'est pas absolu, mais c'est qu'une estimation. Par exemple, dans ce cas-là, en Allemagne, qui est 488 points, qui absolument c'est plus que la France, 100 points plus que la France, mais à cause ou grâce à l'institut statistique, statistiquement parlant, la performance de la France et l'Allemagne, c'est le même. Il n'y a pas de différence. Et ça, c'est un point très important quand vous lisez le journal sur les résultats de PISA. Et bon, ici, c'est pas ça. Et ça, c'est la distribution des performances en nature. Voilà, je viens de parler de la moyenne, mais si on regarde la distribution entre le plus performant, et c'est-à-dire le plus performant et le moins performant, on peut regarder des histoires, des images, des messages intéressants. La France, qui a la performance plus ou moins la même, comme l'Allemagne et le Portugal. Mais si on fait la comparaison entre le plus performant des élèves français, en fait, c'est plus que Portugal et un peu moins qu'en Allemagne. Si on regarde la comparaison entre la France et l'Australie, et la moyenne de l'Australie, c'est plus haut que la France,
Mais intéressant que les élèves les moins performants en Australie, c'est un peu moins que la France. Ça veut dire quand on parle d'équité d'éducation, c'est quoi le système qui est pour nous, ou pour la France ou pour d'autres pays, c'est le plus important, qui offre les élèves le plus performant possible, ou l'écart entre le plus performant et le moins performant, le moins possible. C'est quoi le mieux? Voilà, c'est quoi? Je crois que c'est une discussion pour chaque pays. Et deuxième point, c'est qu'au-delà de le point moyen qui est auto-regard, c'est sur la compétence. Ce que ça veut dire que c'est qu'est-ce que l'étudiant peut faire. À PISA, la définition de niveau 2, c'est la base nécessaire pour participer de manière efficace et productive à la société, ainsi que l'apprentissage futur. En France, il y a plus ou moins 20% des élèves qui n'arrivent pas d'obtenir le niveau 2. Ça veut dire 1 sur 5 élèves français n'ont pas les compétences pas nécessaires pour participer activement de la société. Je crois pour nous, il faut réfléchir comment on peut aider ces élèves. Au contraire, il y a 10% des élèves français qui obtiennent le niveau plus haut, ça veut dire le niveau 5 et 6, qui sont quel niveau qui peut contribuer activement à la société et à l'économie. Bon, ça c'est quelques mots sur la performance de la France. Et maintenant, je vais dire quelque chose sur l'équité d'éducation. Le premier point, les élèves les plus aisés et les élèves les moins aisés ou défavorisés. La différence entre les performances, c'est plus ou moins 0,7 points, qui est au-dessus des moyennes de l'OCDE. Et en France, les élèves avec des histoires d'immigration risquent d'être. Il y a plus de probabilités qu'ils sont des élèves défavorisés par rapport à des élèves pas background d'immigration. Et bon, ça semble être une mauvaise nouvelle, mais finalement, en fait, il y a 13% des élèves français d'origine immigrante obtiennent de très bons résultats malgré les handicaps socio-économiques. Et comme toujours, je vais arriver à montrer les données. Ça, c'est un concept la PISA utilise pour calculer ou pour faire la comparaison sur le statut socio-économique. Et ce n'est pas que le salaire des parents, mais sur 3 composantes importantes. Le niveau d'éducation des parents, les professions des parents et le bien matériel présent dans le foyer. Et ça, c'est notre définition des élèves immigrants, que soit la mère ou le père, on est dans le pays autre que celui des élèves à passer le test PISA. Et finalement, c'est un concept pour nous, c'est très important sur l'équité, c'est les élèves résilients. La définition, c'est les étudiants défavorisés, qui sont situés dans la classe inférieure, ça veut dire le 25% le plus défavorisés par rapport à d'autres élèves en France ou d'autres pays, mais obtiennent des résultats dans le 25% le plus performant de le pays. Et ça, c'est notre définition des résilients académiques. Voilà. Et ça, c'est la différence entre le 25% étudiants plus aisés et le 25% les moins aisés. Il est organisé dans la moyenne de l'écran. Et on peut voir que le fait que la France, l'écart entre le plus aisé et le moins aisé, c'est important. Par rapport à la moyenne de l'OCDE, par rapport au Portugal, qui est la moyenne similaire de la France. Mais si on ordonnait les données différemment, voilà. C'est les mêmes données, mais j'ai organisé ça dans notre moyenne. En fait, les élèves les plus aisés en France ont la performance similaire d'autres pays qui avaient les moyens plus que la France. Par exemple, le Canada, États-Unis, Finlande. Et autre regard sur l'immigration, c'est que le pourcentage d'élèves défavorisés par origine immigrante.
Dans certains pays, l'origine immigrante n'est pas du tout le statut socio-économique, comme Nouvelle-Zélande, Estonie, Australie. Même Portugal, en fait, il n'y a pas beaucoup de différences. Mais en France, que si vous avez une histoire d'immigration, que vous êtes plus probable d'être comme élève défavorisé. Et comme au sens du prix, que les élèves immigrants ont des préférences moins que les élèves par des histoires d'immigration. Et comme je disais avant, que certains pays, ce n'est pas une fatalité, comme aux États-Unis, comme au Canada, en Australie, qui ont aussi des élèves, pourcentage d'élèves importants avec les histoires d'immigration. Je crois un point important ici, c'est qu'on ne peut pas dire que si un élève avec des backgrounds d'immigration, qu'un élève a plus de probabilité d'arriver d'avoir de mauvais résultats. Si on fait la comparaison internationale, ce n'est pas le cas. Et finalement, je crois, pour moi, c'est assez une bonne nouvelle, c'est que le pourcentage d'élèves résilients d'origine immigrante. En France, il y a plus entre 13 et 14% des étudiants avec des histoires d'immigration, mais arrivent à avoir un très bon résultat. Je crois pour moi, c'est nous donne la motivation parce que, au fait que la France peut aussi éduquer des étudiants avec beaucoup de handicaps socio-économiques, peut-être pour ces étudiants chez elles, ne parlent pas du tout français, mais arrivent à avoir un très bon résultat. Je crois que c'est important pour nous de savoir, ils sont qui ces étudiants, c'est quoi les écoles qui motivent ce type des élèves. Je vois, je voudrais montrer de nouveau, c'est pas la fatalité de l'histoire d'immigration, l'issue socio-économique, mais aussi qu'on sait que c'est possible d'avoir une bonne résultat. Et finalement, je crois que j'ai encore 4 minutes de parler quelque chose de pédagogie. Comme je mentionnais avant, que PISA, on a des questionnaires auprès des élèves. On demande aux élèves de partager avec nous leur avis sur l'apprentissage dans l'école, les relations avec les professeurs, s'il y a des bullying, s'ils aiment étudier mathématiques, et aussi comment ils perçoivent, comment ils observent l'enseignement dans les écoles. Et je voudrais montrer 3 questions avec vous. Et on va regarder comment la perception, l'observation des points de vue des étudiants, des élèves. Bon, c'est bien important de mentionner ça, c'est la déclaration des élèves et comment ils regardent les choses dans l'école. Bon, la première question, c'est sur le soutien du professeur. Et ça, c'est les 4 questions qu'on demande à les élèves français. Si, par exemple, si le professeur apporte de l'aide supplémentaire quand les élèves ont besoin, on demande tout le cours, la plupart des cours, quelques cours, jamais, presque jamais. Et je crois ça, c'est les données que la France qui disent qu'il y a plus ou moins 65% des élèves qui disent que si j'ai besoin d'aide, j'ai des aides supplémentaires des enseignants, qui est un peu moins que la moyenne de la OCDE. Et deuxièmement, c'est sur le soutien émotionnel des enseignants. C'est-à-dire que les professeurs me donnent de confiance à ma capacité à réussir dans mes cours. Il y a un petit peu plus de 60% des élèves français qui sont d'accord avec ça. Bon, si on regarde le Portugal, c'est un peu plus que 75%. Et finalement, c'est sur s'il y a des feedbacks, s'il y a des commentaires des enseignants. La question que j'ai choisie, c'est le professeur me dit dans quel domaine je peux encore m'améliorer. Toujours qu'en France, c'est un peu moins par rapport à la moyenne de l'OCDE.
Voilà, je crois que ça, c'est la fin de ma présentation. Ici, c'est le trois messages prêts. Je voudrais mentionner de nouveau que la performance de la France est légèrement supérieure de la moyenne de l'OCDE. Ils sont comparables à la façon en Allemagne, et Belgique et Portugal. Mais l'équité de l'éducation en France reste un défi. Les élèves des milieux socio-économiquement défavorisés et aussi d'origine immigrée ont plus de chances d'avoir des résultats moins bons que les hautes décisions favorisées et non immigrés. Et les étudiants français disent qu'ils étaient moins soutenus par les enseignants par rapport à la plupart des pairs d'autres pays de l'OCDE. Bon, je crois que ça, c'est le fin de ma présentation. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation succincte, mais on est allé à l'essentiel sur PISA. Avant de passer la parole à Laetitia, il y a une question. Quelle est l'unité de mesure de la distribution des performances en lecture? Peut-être remettre le diaporama sur le graphique. Je pense que c'était à l'indice 500 qui est la moyenne. Vous m'entendez? Non? Oui. Sur l'axe des ordonnées, voilà, quelle était l'unité? Il y a une personne qui pose cette question. Oui, c'est une très bonne question. En fait, il y a une unité, on dit cette unité, il s'appelle le point PISA. Le point PISA, si on regarde que le point, il n'y a pas beaucoup de sens parce que c'est juste une mesure statistique. Il faut mettre une mesure de comparaison internationale pour savoir la position de chaque pays. Mais ce que je montre ici, c'est l'écart entre le plus performant et le moins performant. Parce qu'il y a un moins pour un pays, on prend un système avec plus de système plus équitable. Ce qu'on voulait, c'est que l'écart entre le plus performant et le moins performant, c'est moins. C'est un indice, en fait, il n'y a pas d'unité, on est d'accord. Oui, c'est ça. Voilà, et Thierry m'enlève la question, parce que je l'avais noté également, vous avez parlé des élèves qui ont besoin d'aide supplémentaire. Visiblement, ça a l'air d'être la clé pour aussi réussir. Et on pense tout de suite, en tant qu'enseignant, au nombre d'élèves par classe. Est-ce qu'il y a un lien justement entre le nombre d'élèves par classe et la possibilité à l'enseignant d'aller voir tel ou tel élève? Le PISA, on fait cette analyse, mais je n'ai pas ces données avec moi maintenant. Mais ainsi que je ne peux pas dire oui ou non, peut-être je peux relier ces informations à vous ou des FNSP après, ainsi que vous pouvez faire la promotion de ces données avec vos participants. D'accord. Donc sur les 13%, 15% d'élèves défavorisés qui réussissent, ils ne sont pas forcément dans des classes à effectifs allégés. Et avec ces données, on ne sait pas. Non. Bon, je note les questions qui défilent sur la conversation. Merci. On va passer la parole à Laetitia Uzzeri, qui est conseillère pédagogique départementale en charge des mathématiques dans le Var, qui va nous parler plus concrètement sur le terrain des choses qui peuvent être mises en place pour aider à la différenciation pédagogique. Tout à Laetitia, fait. je vous laisse la parole. Merci. Et pour ajouter un petit peu, juste préciser un petit peu dans mon parcours, l'année dernière, j'ai été CPC numérique. Donc, c'est pour ça que dans cette année, je suis CPD maths. J'ai toujours le lien avec le numérique et dans l'utilisation d'Adaptive Math, c'est un retour que je peux faire sur 2 années complètes, en fait. Alors, ma première difficulté, est-ce que vous allez voir mon écran? Alors. Petite flèche en haut à droite. Ouais. J'essaye. Ou pas. Déjà, il n'a pas l'air de vouloir. Qu'est-ce que vous voyez que moi, là, Pour concrètement? l'instant, oui. Alors. Partage d'écran. Eh bien alors. Vous voyez toujours rien, hein? On voit la caméra. Alors, Non. peut-être. Normalement, la caméra se coupe toute seule une fois qu'on partage. Eh ben non, il veut pas. Il veut pas partager l'écran. Bon.
On va faire Bon, on peut comme le en faire comme classe, ça. hein, l'exposé a lieu toutefois, Voilà, sans exactement. À problème. l'ancienne, tant pis pour le support, je vous l'enverrai. Oui, et Je puis ne sais si pas ça, si pourquoi il ça se veut pas. débloque en cours, c'est pas grave. Oui, bah, c'est pas grave. Alors, comme je disais, moi, c'était sur le logiciel Adaptive Math. Et mon idée, c'est d'essayer de vous exposer comment accompagner les enseignants dans l'utilisation d'Adaptive Math dans leur classe au niveau de la formation jusqu'à la classe. Donc, à mon niveau, j'ai trois niveaux de formation possibles. D'abord, passer par le AFC. Alors, dans l'académie dans laquelle je suis, qui est l'Académie de Nice, on a des modules d'intelligence artificielle. Je suppose que dans les autres académies, il doit y en avoir aussi. Donc, comment est-ce qu'on touche les enseignants? En leur proposant des modules AFC en lien avec l'intelligence artificielle dans lesquels on présente des logiciels Adaptive Math ou un autre, Adaptive Lang ou un autre logiciel. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est la formation continue. Moi, j'interviens principalement sur la formation des RMC, donc des référents mathématiques de circonscription. La balance, c'est de prévoir aussi cette formation dans la formation des référents numériques et l'idéal étant de le faire complètement en harmonie. Ah, merci. C'est ça. Oui, du coup, on Fantastique. l'a reçu, donc je l'ai partagé. Ah, bah super. Bon, alors, la slide d'après, voilà, j'en suis là. Merci beaucoup. Donc, la formation continue, je disais RMC ou référent mathématiques. Donc, c'est aussi par ce levier-là que je peux passer. Et puis, pour arriver vraiment dans la classe, les enseignants ont la possibilité, dans le plan mathématique, de demander, donc justement, par exemple, en résolution de problèmes, puisque la résolution de problèmes est travaillée dans Adaptive Math, d'avoir une formation de proximité avec les enseignants de son école. Donc, il y a quand même un panel de possibilités pour accéder à des formations sur notamment Adaptive Math. On peut passer. Alors, les premières interrogations auxquelles je fais face, il y en a 3. La première, c'est j'ai pas de matériel. C'est trop difficile de s'équiper, c'est difficile d'avoir des tablettes ou des ordinateurs, etc. Donc, je ne vais pas pouvoir mettre en place ce logiciel dans ma classe parce que je ne peux pas être fournie en matériel numérique. Ce à quoi nous avons des éléments de réponse. La première réponse, c'est les tablettes, les ordinateurs en prêt à la circonscription ou à la DSDEN. La deuxième réponse qui est très d'actualité, c'est les projets Notre école, faisons-la ensemble. Donc, c'est vraiment l'outil numérique, il s'inscrit véritablement dans une demande de Notre école, faisons-la ensemble, dans laquelle vous pouvez être doté fortement et qui pourrait vous permettre de mettre en place dans vos classes ce genre de logiciel. Donc, on a des éléments de réponse qui ne sont pas forcément immédiats, mais qui sont envisageables sur au moins l'année prochaine. La deuxième difficulté que je rencontre, ça c'est du point de vue des enseignants, pas du point de vue des élèves, c'est trop difficile. Je ne vais pas pouvoir m'en servir, je ne sais pas comment ça fonctionne, moi je ne suis pas à l'aise avec le numérique, je ne vais pas savoir faire, etc., etc. Donc ça, dans mes formations, c'est quelque chose que je retrouve énormément et que j'essaye de dédramatiser, on le verra un peu plus tard. Et ensuite, la troisième grosse difficulté que j'ai à chaque fois, c'est je n'ai pas d'Internet. Je n'ai pas Wi-Fi dans ma classe, donc ça ne pourra pas fonctionner. Pour utiliser Adaptive Math, pas besoin de Wi-Fi, puisqu'en fait, vous n'avez besoin de Wi-Fi que pour synthétiser votre tableau de bord, mais dans l'utilisation quotidienne de la classe avec les élèves, vous n'avez pas besoin de Wi-Fi. Donc, c'est déjà des éléments de réponse que je peux apporter. Donc, 2 objectifs principaux dans mes formations. Ça, je suis toujours sur le volet formation. L'objectif 1 pour moi, c'est montrer que la prise en main, elle est facile et elle est rapide. C'est vraiment montrer aux enseignants qu'utiliser Adaptive Math, c'est pas compliqué. Et c'est pas un mensonge. C'est très, très intuitif. Le mieux, c'est de le faire faire, mais c'est très, 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 très facile d'utilisation. Et mon deuxième objectif, c'est montrer la plus-value de l'outil en classe. Finalement, je suis enseignant. Pourquoi est-ce que j'irai faire l'effort, dans un premier temps, d'utiliser ce genre de logiciel? Est-ce que ça m'apporte une réelle plus-value? Est-ce que c'est un levier fort d'action avec mes élèves? Oui ou non? La diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, comment ça se passe concrètement dans une formation? La première chose que je fais, c'est un peu avec les élèves. C'est comme avec les élèves.
J'expose en fait un peu comment ça fonctionne, le principe du clustering, l'intelligence artificielle, comment est-ce que l'intelligence artificielle classe les élèves, fait des groupes de besoins, etc. Et ensuite, je donne aux enseignants l'outil, tout simplement. Et je les laisse faire, je les laisse jouer. Il n'y a que comme ça qu'ils voient en 10 minutes, un quart d'heure, que c'est facile, en se promenant sur les modules, en essayant, en passant le test de positionnement, etc. Tout ça sans le Wi-Fi. Donc, mon objectif numéro 1, de dédramatiser l'outil, il passe par la manipulation. Et ensuite, on a tout ce qui est exploration des contenus. Comment est-ce que ça se présente? Qu'est-ce que les élèves vont devoir faire? Où est-ce que je vais pouvoir trouver de l'aide, etc. Donc, il faut savoir qu'Adaptive Math a un site très, très complet dans lequel on peut trouver l'explicitation de chaque module, de chaque exercice, comment est-ce que ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas. Il y a aussi des vidéos, donc il y en a qui ont plus de facilité à regarder des vidéos qu'à lire des choses très, très lourdes. Mais c'est très, très bien fait. Donc, vous avez vraiment un site qui est extrêmement puissant et qu'on pourra proposer en plus de cette formation en présentiel, qui est quand même une étape, je pense, nécessaire. On peut avancer. Alors, mon deuxième objectif, c'était quelle plus-value? En quoi l'utilisation d'Adaptive Math est-elle une plus-value à ma pratique de classe en tant que professeur des écoles? J'ai été directrice il n'y a pas très longtemps, donc la classe, je sais un peu comment ça se passe, et on cherche souvent à gagner du temps. Et ce temps, il va aller avec la différenciation, donc ce qui est vraiment l'objet de notre visio aujourd'hui. L'intelligence artificielle qui est dans l'Adaptive Math, elle va vous permettre, après le test de positionnement, de créer des groupes de besoins, ou des groupes de niveau, on va dire, déjà, de vos élèves, sans que vous ayez à le faire. L'IA va calculer le temps que met l'élève à réaliser tel exercice, est-ce qu'il a été en réussite facilement, est-ce qu'il s'est trompé, est-ce qu'il a commis des erreurs, est-ce qu'il a... Bon, tout ça, c'est pris en compte dans la machine et ça classe. Donc, au niveau de la différenciation, une fois que tous les élèves ont fini de passer ce test, vous vous retrouvez avec une cartographie de la classe extrêmement fine que vous pouvez utiliser. Donc, sachant que si vous n'êtes pas d'accord avec ce processus, si vous trouvez qu'un élève était particulièrement fatigué à ce niveau-là, bon bref, que ça ne correspond pas tout à fait, vous avez la possibilité de le déplacer dans le groupe. Mais disons que ça vous donne quand même une cartographie de la classe extrêmement efficace et en vous donnant un gain de temps énorme. Ensuite, ce gain de temps-là, il va vous être proposé aussi dans un deuxième temps, puisque la machine va proposer à vos élèves des banques d'exercices personnalisées et adaptées au niveau de chaque élève. Donc, l'élève A, il fera sans doute jamais totalement la même chose que l'élève B, que l'élève C, que l'élève D, etc. Donc, ça aussi, c'est un gain de temps et ça vous permet d'avoir des leviers de différenciation puissants dans vos classes. Sachant, je le répète toujours, j'insiste, que l'enseignant a toujours la main, on ne se laisse pas dépasser par l'intelligence artificielle, mais au niveau de l'efficacité en classe, vous avez quelque chose qui peut vous faire gagner énormément de temps et qui peut déjà vous donner vraiment un aperçu du niveau des élèves très facilement. Dans la classe, ce que je vais vous présenter là, c'est ce que j'ai vu le plus souvent. Bien évidemment, ce n'est pas un modèle à respecter. Chaque pratique est adaptée en fonction de votre classe, de vos élèves, etc. Ce que je vois souvent, c'est que les enseignants proposent le test de positionnement initial au groupe classe, enfin, de façon individuelle. Chaque élève le fait, mais le fait en même temps sur l'ensemble de la classe. Pourquoi? Pour pouvoir justement avoir accès ensuite à vos groupes homogènes. Ensuite, souvent, les enseignants créent des groupes de 5 à 6 élèves. Alors souvent, c'est lié aussi au numérique dont vous êtes équipé, c'est-à-dire qu'on n'a pas 28 ordinateurs et ça ne présente pas énormément d'intérêt de mettre 28 élèves seuls face à un ordinateur. Donc là, vous avez des groupes de 5-6 élèves, en général de niveau homogène, sur des plages de 20 à 30 minutes, environ 2 fois par semaine. Ça, c'est ce que j'ai retrouvé le plus souvent. Il m'est arrivé quand même de voir des stages massés, je vais dire, c'est-à-dire vraiment des enseignants qui, pendant une semaine, allaient travailler le module 2 de façon beaucoup plus régulière, tous les jours. Voilà, donc ça, c'est vraiment à adapter à votre classe, à votre façon de faire la classe, mais c'est ce qu'on trouve en général le plus souvent et qui a l'air de plutôt fonctionner dans les classes. Voilà. Ben, écoutez, je pense avoir terminé. Donc, si vous avez des questions, j'attends vos questions.
Alors, je vois qu'il y a des questions qui défilent, mais il y a des réponses qui sont apportées également. Quel âge avaient les élèves que vous avez pu voir utiliser le logiciel? C'est du cycle 2, forcément. Alors, le logiciel, c'est le logiciel CP, CE1, CE2, donc c'est forcément du cycle 2. CP, CE1, CE2. Ouais. Et donc, là, j'ai l'impression que le prêt, donc il faut se tourner vers Canopé pour avoir le matériel pour les écoles. C'est la solution la plus facile avant d'avoir quelque chose de pérenne dans un établissement? Qu'est-ce que vous Alors, conseillez? ça dépend vraiment des circonscriptions. Vous avez du matériel de prêt en circonscription, vous avez du matériel de prêt en département, en DSDEN. Il y a des écoles qui sont équipées, il y a des écoles plus ou moins dotées. Et ensuite, vraiment, j'insiste parce qu'on a une chance inouïe sur notre école Faisons-la ensemble, c'est le moment de s'équiper. Si on ne veut plus rien demander à personne, on peut effectivement faire un projet NEFL autour de l'intelligence artificielle au service des fondamentaux. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment appuyé, qui passera et vous pouvez avoir une large dotation. Donc, c'est ce que j'invite les enseignants à faire largement. D'accord. Donc, vous pouvez rappeler le nom du Notre école, faisons-la ensemble? Notre école, faisons-la ensemble. Oui. Ça, c'est un appel à Mais projet du gouvernement pour les oui, c'est ça. établissements via les rectorats, Exactement. j'imagine? Exactement. C'est D'accord. normalement, les enseignants devraient connaître, c'est assez Oui, parce que je vois que Christina pose la question: que faire sans matériel pour les élèves? C'est-à-dire que faire sans matériel, sans les élèves? Si je Eh n'ai ben, pas de matériel du tout? est-ce que moi j'ai une autre question qui rejoint peut-être un peu. Est-ce que les élèves ont accès à la maison à ce logiciel pour les maths? Est-ce qu'ils Alors, peuvent poursuivre à la maison avec les parents, avec eux? ils peuvent l'avoir. Là, il y a deux, c'est vraiment un choix d'enseignant parce que si vous laissez avancer les élèves tout seuls à la maison, vous prenez le risque en tant qu'enseignant qu'ils ne le fassent pas forcément tout seuls, mais je l'entends, hein, c'est vraiment, il faut se poser les bonnes questions. Ce n'est pas interdit, mais c'est un véritable choix pédagogique, un choix d'enseignant, c'est faire ça. Dans les Sachant que tous possibles. les élèves ne sont pas équipés de la même façon non plus. Donc, moi, je ne l'ai jamais vu. Tous les enseignants que j'ai vu utiliser n'ont jamais laissé les élèves faire Adaptive Math à la maison. D'accord. Alors, il y a des questions qui défilent. Les groupes vont devenir des groupes homogènes. Alors, c'est vrai qu'on parle, autrefois, il y avait des groupes de niveau en maths, en français, en langue. On a basculé vers une éducation un petit peu, on essaye d'emmener tout le monde et de faire des groupes entre élèves de différents niveaux en îlots, c'est ce qui se pratique régulièrement. Oui. Est-ce que vous trouvez qu'on tend vers une homogénéité ou finalement ce n'est que temporaire sur des Non. Alors, différents... l'homogénéité, elle se fait à partir du test de positionnement. C'est-à-dire, le test de positionnement va pouvoir vous permettre de voir les élèves, on va dire, en grande réussite sur telle ou telle compétence et certains élèves en grande difficulté. Vous pouvez extraire ces élèves-là de l'adaptive math, créer des groupes hétérogènes pour retravailler certaines compétences et les remettre sur le logiciel. Vraiment, l'idée du groupe homogène, c'est de dire quels sont les élèves qui ont des difficultés, par exemple, en résolution de problèmes en CP. Voilà, là, vous allez avoir une cartographie qui va pouvoir vous être utile. Et ensuite, à vous, enseignants, de le déployer comme vous voulez. Vous avez une énorme liberté. Soit vous les mettez en groupe homogène, soit vous les mettez en groupe hétérogène hors de l'application. C'est vraiment, vous en servez comme vous voulez. Mais l'idée du groupe homogène, c'était vraiment de dire, j'ai une cartographie de ma classe. Je sais qui est très, très performant, très rapidement. Je sais qui a eu des difficultés sur telle ou telle notion, très, très rapidement. Et ensuite, je les traite absolument comme je veux. Alors, j'avais une autre question pour Tse Shimsu. Est-ce qu'il est là toujours? Oui, je pense. Je vois qu'Elodie est. Les tests PISA, comment ils sont faits concrètement? Est-ce que c'est des questionnaires papier? Est-ce que c'est sur écran? Celui de 2018 ou 2022 qui arrive également? Oui, c'est une évaluation informatisée. Ça veut dire c'est digital. Oui. Et autre, je crois, c'est point important, c'est PISA, c'est une évaluation adaptive. Ça veut dire c'est en fonction des compétences de chaque élève que les questions changent. Et en 2018, bon, c'est ce que vous avez redit, hein, c'était la démocratisation scolaire qui ressortait, les écarts étaient très forts en France. On avait noté, nous, une sélection précoce et les lycéens professionnels, par exemple, étaient plutôt issus d'un public défavorisé.
PISA met en évidence ces points. Il y a également des recommandations de PISA. Est-ce que vous trouvez, vous, qu'en France, on suit ces recommandations ou finalement, on essaye de prendre ce qui nous arrange et rien ne change? Oui, en fait, je ne suis pas une experte en éducation en France, mais je crois que les données de PISA montrent que, et je crois une chose importante, c'est sur le rôle des professeurs, que PISA, je crois, recommande aussi plus de soutien pour le professeur, soutien des élèves avec des difficultés. Je crois que ça, c'est important. Et aussi que je crois que le support qu'on peut donner le professeur pour le développement culturel, etc., je crois que ça montre aussi, puis ça, c'est un point important. Je repose ma question. Est-ce qu'il y a des pays qui vont suivre précisément les recommandations de PISA et qui vont appliquer, qui vont avoir une lecture fine? En France, j'ai l'impression qu'on a mis un peu de temps à prendre au sérieux ces analyses. Des fois, on remettait en question comment c'était posé. Est-ce que vous avez des pays, par exemple, qui suivent véritablement les recommandations de PISA? Oui, je crois que comme le processus de, comme on dit, le policy making, c'est assez complexe, que Oui. c'est dit que okay, une politique éducative est implémentée grâce à certaines évaluations. Je crois qu'il y a d'autres données que chaque pays utilise pour informer les politiques. Mais quel pays, par exemple? Je crois qu'il y a beaucoup de pays qui participent à PISA. Oui. Je crois que pour les pays participants, le plus de valeur, c'est vraiment la comparaison internationale, qui est vraiment de savoir de quel on se situe par rapport à d'autres pays. Et je crois qu'autre point intéressant, c'est sur les compétences évaluées en PISA, pas forcément les mêmes toujours comme l'examen national de chaque pays. Je crois que ça donne des informations additionnelles des des chercheurs pour savoir les compétences des élèves. D'accord. J'avais une autre question. Vous avez parlé de statut économique et culturel et social des familles. Et il y avait le niveau de l'éducation des parents, la profession. Il y avait également les biens matériels dans le foyer. Mm. Quels sont ces biens matériels qui sont répertoriés justement pour faire ces classements? Est-ce que vous avez des exemples? Oui, par exemple, il y a combien de livres dans la maison, si l'élève a des espaces tranquilles pour étudier, s'il y a des logiciels, des ordinateurs, etc., pour étudier. Ça, c'est on dit le matériel, bien matériel. Donc c'est le nombre de livres qui fait foi. C'est un espace, un bureau personnel pour un enfant. Oui, on a Et plus ou moins de 10, j'ai oublié maintenant, mais il y a entre 15 et 18 biens matériels. On fait la coopération internationale. Et comme on sait que c'est une coopération internationale, ça veut dire que le contexte socio-économique, c'est pas la même chose pays. Pour ça normalement, il y a 3 biens matériels qui sont différents selon les pays. est-ce que ces biens matériels sont évalués aussi au niveau de l'école? Je pense aux sciences, par exemple, qui demandent des laboratoires. L'enquête Teams le prend en compte. PISA, est-ce que PISA s'intéresse également aux conditions matérielles dans les établissements scolaires? Oui, parce qu'il y a des questionnaires pour les professeurs, il y a aussi des questionnaires pour les directeurs d'école. Ce que je dis des statuts socio-économiques, c'est les élèves qui ne prennent pas du tout des matériels d'école dans les questionnaires des élèves. Mais les questions des professeurs, des directeurs d'école, on demande le bien dans chaque école. D'accord. Alors, je vois qu'il y a des questions. Je vais revenir vers Laetitia. Oui, j'ai essayé de répondre un peu dans le chat. Il y en a Ouais, beaucoup. je vais la poser Alors, on a des en direct. propositions. C'est Alors, on me quelle parle différence avec des écoles qui font des exercices sur un cahier par rapport au numérique, notamment au niveau collectif? On met tout le monde sur des mêmes exercices en même temps, au Alors, risque justement, d'en perdre certains. Voilà la je question ne de sais pas exactement. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans le détail du fonctionnement d'Adaptive Math parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant de comment ça fonctionne vraiment, Alors, mais il nous faudrait beaucoup plus Adaptive de temps. Math, c'est la solution proposée par Évidence B, je le redis, hein, Oui. pour l'école, mais aussi au lycée. Voilà, je vous laisse répondre.
C'est ça. Donc, en fait, le logiciel, une fois qu'il a fait ce test de positionnement des élèves, propose des exercices personnalisés à chacun. C'est-à-dire que l'avancée d'un élève, elle va être différenciée. Vous n'allez pas avoir tous les élèves sur le même exercice. Ensuite, encore une fois, à vous de vous l'approprier. Vous pouvez, par exemple, il y a des enseignants qui extraient l'exercice qui a été proposé, qui le reprennent en groupe, etc., ou qui le reprennent en version papier. Ce n'est pas interdit. Mais disons que le gain de temps que vous avez par rapport à une évaluation papier que vous allez corriger, etc., il est puissant. Et ensuite, les exercices de différenciation sont aussi puissants, puisque c'est le logiciel qui propose, en fonction de réponse de l'élève, des exercices adaptés à son niveau à lui. Donc, au niveau de la différenciation, on est quand même assez efficace. Je ne sais pas si je réponds à tout. Oui, le logiciel, il a trace du brouillon, finalement, des essais et des erreurs, du temps passé. Il garde tout. C'est ça. Il garde les erreurs, il garde le temps passé, il analyse. Bon, il a une puissance d'analyse assez impressionnante. Et donc, tout ça fait qu'ensuite, il peut proposer des exercices personnalisés à chaque élève. Et alors, le cahier et le crayon, est-ce qu'ils ont encore leur place? Et si oui, laquelle? Comment vous mixez les deux? Alors, oui, je ne peux pas dire qu'on ne peut plus, on ne peut absolument pas, on peut effacer, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas d'effacer le crayon. Donc, comme en fait, sur votre interface enseignant, vous avez accès à tous les exercices et à tous les modules, ce qu'ont fait certains enseignants, ce que j'ai vu faire, c'est soit vous avez des exercices que vous savez qui vont poser problème à certains élèves, ils les extraient, les travaillent en amont. De la même façon, finalement, qu'on conçoit une séance, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi de la remédiation. Tout est visible sur le tableau de bord enseignant. Donc, à ce moment-là, si vous savez que vous avez 3 élèves qui ont eu des difficultés sur telle ou telle notion, vous pouvez extraire l'exercice et le retravailler comme vous voulez. En groupe homogène, en groupe hétérogène, ça dépend. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est vraiment en fonction de la compétence, de vos élèves, du besoin ponctuel. Tout est varié. Je vois en même temps les questions, alors j'essaie de répondre un petit peu en même temps. Oui, alors, non, mais on n'est pas pressé. Juste, la lecture du tableau de bord, j'imagine que ça demande un certain temps. Est-ce que vous avez des conseils pour être efficace, finalement, pour un enseignant, pour pas qu'il reste trop de temps devant son ordi? Le premier conseil que je donne aux enseignants, c'est de se créer un compte personnel sans classe, pour aller voir un petit peu comment ça se présente, pour avoir une vision de ce qui se passe, pour pouvoir tester aussi les choses, puisque vous pouvez tester avant de le donner en classe. Et ensuite, comme je l'ai déjà dit, effectivement, il y a un site extrêmement bien fait, vous avez tous les tutoriels. Donc, c'est sûr qu'il faut un petit peu aller fouiller avant de lâcher la bête en classe. Mais je vous conseille de faire ça, de créer votre propre compte et d'aller voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est le travail de l'été, finalement. Exactement, petit devoir de vacances. Petit devoir de vacances. Peut-être que pour notre analyste PISA, toutes ces données accumulées seraient intéressantes également pour voir l'évolution du niveau. Encore faut-il que ça soit représentatif, mais est-ce que c'est une piste envisagée d'avoir une enquête PISA au fil de l'eau, finalement? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce que c'est une piste envisagée par ceux qui organisent les tests PISA d'avoir une collecte de données permanentes à travers toutes les solutions éducatives qui vont arriver et qui finalement collectent aussi des datas de différents pays? Oui, tout à fait. Je crois que c'est une idée très intéressante parce que PISA, le but de démocratiser des connaissances, c'est quelque chose pour apprendre sur la situation française et partager avec notre pays. Je crois que ça sera une très bonne idée. Donc vous êtes intéressé, évidemment, vous suivez ça de près sur ces propositions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est gratuit? Alors oui, c'est gratuit parce que, voilà, donc Philippe Méraud d'Évidence B répond, c'est financé dans le cadre d'un appel d'offres par le ministère de l'Éducation. Alors après, selon les ENT, je pense que faut que les professeurs fassent la démarche, hein, demande, aille sur le site. Oui, il y a une précision, donc il y a 2 manières d'accéder à l'application. Soit ça se fait par le site compagnon si l'ENT n'est pas connecté au GAR.
Donc là, les élèves se connecteront avec un code classe. Autrement, il faut nous demander de livrer des licences et là, on les livre dans le NT qui est connecté au GAR. Et pour la précision, ça s'adresse donc aux élèves de cycle 2 uniquement. Voilà. Et le GAR, que veut dire GAR déjà? Le gestionnaire d'accès aux ressources. J'ai une question de Caroline qui s'inquiète ou qui se pose la question qu'en est-il du conflit socio-cognitif et des interactions entre élèves lorsqu'ils travaillent seuls face à un écran? Alors pour moi, c'est la même question que qu'en est-il de ce conflit quand l'élève travaille seul face à son cahier? En fait, il ne faut pas le voir comme il n'y a que ça à faire. C'est un outil au service des apprentissages qu'on doit mettre en place lorsque ça apporte une réelle plus-value et ensuite sortir pour pouvoir les remettre en groupe. Il ne faut pas envisager ça sur quelque chose d'extrêmement long et sur lequel on ne travaille les mathématiques que là-dessus. C'est vraiment quand il est face à son cahier ou quand il est face à Adaptive Maths, il n'est pas en relation avec les autres. Mais à nous ensuite de s'en saisir pour le mettre en relation avec les autres. Un logiciel pour le cycle 3 comme Ouais, Adaptive attendez, Maths. oui. Du coup, un chapitre, par exemple, un nouveau chapitre, va-t-il débuter de façon classique, puis on va bifurquer après vers le logiciel, ou on commence tout de suite par le logiciel? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, comme démarche? Alors moi, je conseille de commencer de façon classique pour ensuite passer au logiciel. C'est en tout cas ce que je vois beaucoup dans les classes. En général, on ne commence pas par le logiciel. C'est plutôt pour donner la notion et ensuite faire avancer les élèves à leur niveau avec le logiciel. Donc à ce moment-là, à vous ensuite, aux enseignants ensuite de varier. L'idée, c'est toujours ça. C'est de dire, je vais faire un peu d'adaptive maths parce que je veux faire avancer et ensuite, par rapport à l'évolution de mes élèves, je les mets en groupe homogène, hétérogène, etc. C'est vraiment un support, c'est une plus-value, ce n'est pas un outil seul. Ça peut être un outil de ralentissement. On peut imaginer peut-être des élèves sur le logiciel et d'autres cahiers papier dans une autre partie de la salle. Tout à fait. Soit sur le même travail finalement parce qu'ils le font en groupe et donc ensuite ils iront plus vite, soit sur quelque chose d'un petit peu décalé, soit quelque chose de différencié. C'est vraiment libre à chacun de l'utiliser comme il veut. Mais ça permet quand même, le point fort d'Adaptive Maths, c'est de faire avancer les élèves à leur rythme en leur proposant des exercices personnalisés et adaptés qui ne les bloqueront jamais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours un levier qui fait que l'élève n'est pas bloqué, n'est pas frustré de ne pas réussir. Alors, les questions sont nombreuses aujourd'hui. Clément demande quel est le coût en termes de licence selon les établissements par élève par. Alors, je n'ai pas la réponse à cette question parce qu'effectivement, moi, je l'ai toujours vu dans le cadre d'un partenariat financé avec le P2IA. Donc, je ne sais pas, en fait, mais Elodie, peut-être que vous avez la réponse? Je ne sais pas. C'est financé effectivement par le ministère de l'Éducation, donc il n'y a pas de contraintes en termes de licence. Toutes les écoles de France peuvent y accéder gratuitement pour les prochaines années. Ben voilà. Aurélie propose une évaluation diagnostique avant chaque nouvelle notion, ce qui permet également d'accumuler en effet des données pour avoir des groupes. Tout à fait. C'est une solution. C'est un panel de possibilités qui est quand même, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse, une façon de l'utiliser qui est meilleure que l'autre. C'est vous, en fonction de vos élèves, en fonction de votre classe, en fonction de votre façon d'enseigner, vous allez pouvoir l'utiliser de telle ou telle façon. En aucun cas, ça ne remplacera le cahier. En aucun cas, ça doit empêcher les élèves de travailler en collaboration, pas du tout. Mais ça peut être vraiment une réelle plus-value dans l'apprentissage de vos séances de mathématiques. Comme ça qu'il faut le voir. Alors, voilà, je reviens vers Tse Chisoum sur. Vous avez fait le choix de montrer que le soutien émotionnel, l'aide supplémentaire de l'enseignant était une des clés de réussite. Est-ce que vous avez d'autres leviers que vous auriez pu montrer qui sortent de PISA qui permettraient la réussite de davantage d'élèves? Oui, il y a des motivations d'apprentissage. Qui montrent que c'est aussi positivement associé à la performance. C'est aussi le soutien des parents, le soutien des professeurs. Je crois que c'est les deux points assez importants.
Et entre autres, je crois, il montre que c'est l'autonomie pour les professeurs, que le professeur a l'autonomie d'adapter les cours pour les besoins des élèves. Je crois que c'est un point important. La dynamique de projet qui peut exister dans certains établissements ou au cours de l'année, un projet collectif, pluridisciplinaire, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est évalué également avec PISA? Je crois qu'il y a beaucoup de systèmes éducatifs à changer à ces approches d'apprentissage. Ça veut dire qu'un lieu, il n'y a que des lectures, en mathématiques, c'est le mélange des deux. Mais en fait, si on regarde les questions de PISA, par exemple, ces questions des mathématiques de PISA, par les mots, on fait que ce n'est pas que des problèmes de mathématiques, c'est le raisonnement des élèves, et il faut avoir la connaissance de communiquer, les raisonnements. Je crois que ça, c'est bien, et beaucoup de pays ont fait ça déjà. Bien. Eh bien, je vois qu'il est 19h01, on arrive au terme de notre conférence, juste avant l'été. Merci à nos deux intervenants, merci beaucoup pour ce temps passé. Merci aux nombreux participants, participantes. On se retrouve, Élodie, fin septembre, il me semble, le 27 ? Oui, mercredi. Le 27 pour une nouvelle conférence. D'ici là, les autres sont en ligne sur le blog Terrain Innovant, qui est un partenariat avec le Café Pédagogique et Évidence B. Sur le site du Café Pédagogique, vous avez un onglet en haut à droite. Vous retrouvez les articles issus de la conférence et les vidéos. Bel été à tous. Merci. Et puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine conférence. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.